Alors aujourd'hui, en collaboration avec la Société d'histoire des îles Percées, je vous convie à un retour dans le temps, un retour dans notre ville, Boucherville. Pour ce faire, je vous convie à une rencontre à la boutique Mes Coups de cœur avec M. André Provost, né en 1941 et qui a passé toute sa vie ici. Il nous ramènera dans le temps pour nous raconter le Boucherville de son enfance, un Boucherville où l'on comptait moins de 3000 habitants et où le mot voiture se conjuguait avec le mot attelage. Alors pour ce premier épisode, je vous ramène dans le temps alors que je suis au coin de Montbrun et Saint-Charles, à l'époque où les habitants de Boucherville faisaient leur marché chez Eustache Provost et chez Joseph Laramée. C'est aussi l'époque où on livrait la glace avec les attelages et les chevaux partout dans le village. Bon voyage! Vous avez connu le quartier ici, là. On est dans un quartier oui, aucun problème. Je suis né, moi, ici, tout près, au 39 de Montbrun, et puis donc à quelques maisons d'ici. Mais c'est le Boucherville, là, c'est un Boucherville qui était autrement différent de quand vous êtes né, là. Moi, ce que j'en sais, c'est que dans le fond, le village de l'époque était entre la rue de Montbrun, qui est juste ici à côté de nous, la rue Pierre-Boucher, Marie-Victorin, le bord de l'eau, et puis la voie ferrée. Il n'y avait même pas Fort Saint-Louis à l'époque, là. C'était la voie ferrée. Non. Fait que ça, c'était le village. Vous avez grandi, vous êtes né dans ce village-là. Ben oui, c'est ce qu'on appelle le village. Et puis, le reste, c'est au-dessus de la voie ferrée, l'autre côté. Et à partir de Montarville, actuellement, tout ce coin-là, c'était la paroisse qui commençait. Et au lieu d'appeler ça Montarville, on appelait ça la côte d'en haut. La côte d'en haut, à cet endroit-là. Et puis, donc, tu avais des cultivateurs qui étaient là, le long du fleuve. Et puis ensuite, ça remontait vers les rangs. Et puis, si on s'en vient ici, après de Montbrun, c'était de Montbrun, comme tel, si on continuait, tu avais la côte d'en bas. On appelait ça la côte d'en bas. Et puis, là aussi, il y avait, le long de Marie-Victorin, puis à l'arrière aussi, des cultivateurs qui étaient à cet endroit-là. Donc, si on regarde ça dans le passé, quand j'étais plus jeune, il y avait plus de personnes qui demeuraient dans la paroisse. À l'extérieur. Que dans le village, ou des gens plus âgés, bien souvent, qui avaient laissé peut-être leur terre à leurs enfants, et puis qui s'en venaient s'établir au village, qui se versaient sur la galerie, et puis ça se passait. Évidemment, dans le village, tu avais aussi les commerces, tu sais, qu'il y avait ici, là. Mais votre père en tenait un au 35, mon père, là. au 35 de Montbrun, donc a tenu commerce à partir de 1940. Et puis, voilà. Et à côté ici, tu as Marcel Laramée, le commerce Laramée. Il y avait aussi Bémer, qui était un peu plus loin, Duceppe. Donc, il y avait au moins 5 ou 6 commerces, épiceries, boucheries, là. Et puis, bon, un forgeron, juste en face du Saint-Laurent, là, de l'autre côté. Oui, c'est le forgeron, ça. Bon, c'était une boutique de forge. M. Philippe Langlois qui était là, les gens y allaient. Parce que la vie se faisait... la voiture, c'était peut-être un luxe. Il y en avait vraiment peu de voitures. Et c'était le cheval, puis la voiture à ce moment-là. Et les gens se déplaçaient de cette façon-là. D'ailleurs, j'ai été stationné tantôt au stationnement de l'église. À côté de la salle paroissiale, vous avez... on allait jouer au tennis à cet endroit-là. C'était là qu'était le tennis. Un ancien cimetière là, à côté de l'église. Et le stationnement que la ville possède maintenant, c'était, quand j'étais plus jeune, une très grande remise. Presque à la grandeur du stationnement, c'était une remise où les gens, par exemple, lors des offices ou le dimanche à la messe, descendaient... partaient de leur ferme, là, tout ça, puis ils s'en venaient en voiture pour aller à la messe parce que la religion, c'était très, très important à ce moment-là. Et les gens mettaient le cheval et la voiture à l'intérieur. Et donc, ça se passait comme ça. Et ils retournaient après les offices, ils retournaient à la maison. Quelquefois, il y en a qui arrêtaient au magasin, même si c'était le dimanche. Et, on dînait à ce moment-là. Bon, mon père était accueillant et puis laissait son repas pour aller au magasin à côté pour une petite commande pour
si tu veux, s'il partait de Touraine à l'autre bout, qui était le 5e rang, ou si on monte, là, où est le Costco à peu près, puis il s'est emmené en voiture, ici, ça faisait Mais quand vous dites voiture, là, on parle de chevaux, là. Oui, une voiture avec un cheval en avant et tout. Là. Alors, donc, bien souvent, il ne venait pas beaucoup au village. Et quand il venait, ben, il faisait les commissions utiles. Et voilà. Mais votre père... Oui. C'était la vie à ce moment-là. Mais votre père, moi j'ai grandi ici, là, je vous ai connu beaucoup plus tard, mais votre père tenait boucherie aussi. Moi, je me souviens, on allait chercher, ma mère tenait à acheter sa viande chez M. Provost, là. Si tu regardes bien encore, la bâtisse est là. Ça a été agrandi. C'est encore un peu plus petit. Mais juste à côté de l'épicerie boucherie, il y a un abattoir. Il faut peut-être dire un garage, là, mais c'est un abattoir. Et à chaque semaine, on abattait des animaux, et puis vaches ou veaux et tout, là. Et puis à cet endroit-là, et donc on vendait, qu'on pouvait vendre après, la conserver dans les frigos là-bas. Et puis voilà. Alors, oui. Mais... nous, c'était épicerie-boucherie. Et même plus que ça, on était aussi laitier. Oui, vous avez été laitier, vous allez chercher votre lait, vous allez nous raconter ça un petit peu, là, parce que, effectivement, un cheval... Oh, oui. Oui, écoute... c'est les frères Quintal, je pense, qui... Oui. Alors, voiture avec un cheval, tout ça. Et puis, livraison du lait 16 jours par semaine. Le lait, on allait chercher à Longueuil, ça s'appelait la laiterie Saint-Alexandre dans le temps. Il n'y a pas de quai bon ou autre comme on connaît maintenant. Et puis, laiterie Saint-Alexandre, et à ce moment-là, on amenait ça ici, à Boucherville. Et puis, bon, ben, avec la glace qu'on mettait dans la voiture, tirée par un cheval, on faisait la livraison porte à porte dans le village. Dans le village, toutes les rues du village. Et puis, pour avoir le lait ou les produits laitiers, soit la crème ou... pas s'il y avait du beurre aussi, mais au début, je me souviens, j'y allais avec les livreurs. Là, il y a eu un qui s'appelait John Dessel, le premier là, que j'ai connu, avec le cheval qui s'appelait le Pitre, je pense. Le Pitre, c'était un bon cheval. Et puis ensuite, c'était Jacques Quintal qui a livré le lait. Et puis, on payait avec des bons. Les gens achetaient des bons, petits bons, en carton. Et puis, c'était tant par bouteille de lait et autres, les produits. Puis, ils mettaient la bouteille vide. On ne parlait pas de recyclage tellement dans ce temps-là, mais j'ai l'impression que tout le monde était soucieux de ce point-là. Et puis, les gens qui en avaient besoin, s'il y avait 3 bouteilles vides avec 3 bons, alors on y allait, puis on déposait les 3 bouteilles remplies. On prenait les bouteilles vides, et puis voilà. Et pendant ce temps-là, le cheval qui connaissait bien le circuit, si tu veux, pas besoin d'arrêter, faire partir le moteur comme si c'était une voiture. À ce moment-là, le cheval, OK, le cheval avançait. Pendant ce temps-là, le livreur prenait note de ce qu'il avait laissé, les produits, tu sais, et, dans son cahier, là. Et puis, il arrêtait à la prochaine porte, et puis, bon, ben, la même chose se faisait, puis le cheval attendait, et puis, ça se faisait comme ça. Et ça, c'était... Nous, on a fait ça ici, là, on avait la ronde de lait, et puis, il y avait M. Jourdouin qui, lui, c'était la glace, et puis d'autres, c'était la livraison du pain. Ça se faisait de la même façon que le lait, voiture et cheval, été comme hiver, et puis on faisait le circuit à ce moment-là pour aller faire la livraison de maison en maison. Il y avait une boulangerie dans le village ici, ou c'est... Il y avait 2. 2 boulangeries? C'était où? L'école Sacré-Cœur, où j'étais directeur. Ouais. Bon, il y a à l'avant de l'école, c'est sur la rue Saint-Sacrement, à l'avant de l'école, il y a un terrain qui est maintenant un terrain comme un terrain de jeu. Dans le temps, on jouait à la balle et tout ça. Et sur le côté est, si tu veux, de la cour, il y avait des balles au mur.
balles au mur, là, des murs assez élevés, là, puis on jouait avec une balle dure, là, on jouait à balle au mur régulièrement, et à d'autres moments, on jouait avec une palette. Et juste à côté de cet endroit-là, il y avait la boulangerie Derry. Derry, qui faisait du bon pain. D'ailleurs, un des premiers employés dont je me rappelle de la famille Derry qui opérait cette boulangerie-là, c'était Denis Jalbert. Denis Jalbert qui a fondé les emballages Carousel. C'est sa fille avec Devette René, qui continue parce que Denis est décédé. Donc c'était Denis Jalbert qui, avec son petit cheval puis la voiture, faisait la livraison du pain. Ça, c'était le premier boulanger. Le deuxième, c'était tout près de mes grands-parents, pas loin de Montarville, là. Il y a la Chaumière, et puis près du quai de Boucherville, Montarville, là. Donc, dans cette petite rue-là, il y avait la boulangerie Normandin, là aussi. La maison existe toujours, mais c'était un autre boulanger qui faisait des bonnes choses. Alors, on allait chercher le pain, et puis, c'est ça, un bon pain frais, là, c'était excellent. C'était mieux que les pains qu'on a développés par après, là. Je n'aimerais pas, Weston ou d'autres, tu sais, je veux dire, en tout cas, on mange ça maintenant, mais, je veux dire, un bon pain frais, là, de la boulangerie, là, tu rentrais à la boulangerie, puis tu avais une senteur, là, incroyable, fait que, voilà, alors 2 boulangeries ici. Un laitier, c'était nous, il n'y avait pas d'autres laitiers. Et puis, un marchand de glace, tout ça, ça se faisait à cheval les voitures, qui était M. Roméo Jaudoin. Mais là, le marchand de glace, on s'entend, là, c'était... Il allait chercher ça l'hiver sous le fleuve, là. Puis il mettait ça dans des hangars quelque part, là. Oui, la rue Saint-Sacrement, ici, tout près. Ouais. Donc, ça se passait tout près de la maison chez nous, là. Tu sais, la rue Saint-Sacrement, quand j'allais à l'école, là, donc la rue Saint-Sacrement, au coin de la Perrière, il y avait la maison toujours sur le coin, côté est, Saint-Sacrement de la Perrière. Et puis, juste un peu de biais en arrière, un peu de biais, tu avais un immense entrepôt, si tu veux, pour la glace, pour garder la glace, parce que, tu sais, on allait couper la glace sur le fleuve. Et puis, en hiver, on voyait arriver les cultivateurs avec des voitures, des genres de sleighs, si tu veux, avec 2 chevaux. Et puis, eux autres, c'est un peu comme actuellement, on enlève la neige. Bon, ben, les camions sont là, puis ils viennent aider. Ben, à mon époque, quand on faisait la glace, les cultivateurs avaient des grandes voitures comme ça, et puis, venaient ici. Puis, c'est eux autres qui allaient sur le fleuve. On mettait la glace dans ces sleighs-là, ou ces voitures-là, là, grandes voitures plates, là. Puis, on amenait ça ici, entreposer la glace. Là, on déposait ça sur le côté, et je sais pas comment ça montait, un genre de levier, là. Et puis, dépendant de la hauteur où on était rendu dans cette remise, parce qu'on empilait la glace à plusieurs étages. C'était une bâtisse qui était haute, là, et puis qu'on remplissait complètement en hiver. Et nous, les enfants, plus jeunes, on s'amusait. Je me souviens on essaie d'imiter les adultes, et je me souviens, avec des amis, il y avait une petite voiture, même style que je t'ai décrit, là, c'était pour les enfants, si tu veux, au lieu de... Et on avait un champ derrière le magasin chez nous, où les chevaux étaient là en été, là. C'était pas développé du tout derrière le magasin jusqu'à Marie-Victorin. Et au milieu du champ, à peu près, il y avait une coulée ou un étang d'eau. Il y avait un étang. Donc, en hiver, ça gelait. Et nous, les petits comiques, on allait faire la glace aussi à notre façon. Alors, c'était une façon de s'amuser. On était toujours dehors. Et puis, et voilà. Et M. Jaudoin, lui aussi, c'est un système avec des bons. Il passait
son fils Gaston est toujours vivant. Et je pense qu'il demeure à Caléo encore. Il doit avoir dans les 95, choses comme ça. J'ai joué au golf quelques fois avec lui, là. Un bon gars. Et puis, lui, il aidait son père. Son père, c'était M. Roméo Jaudoin. Et avec des pics à glace, c'est assez spécial. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça, des pinces pour la glace. Ça se referme, là. Voilà. Ramasser un bloc de glace, un autre bloc de l'autre côté, puis il transportait ça. Et puis, il y a une glacière ici, il mettait ça dans la glacière. Dans le compartiment du haut, là. Là aussi, c'est un système de bons. Un système de bons. Il n'y a pas d'argent nécessairement. Ben, il avait payé auparavant, puis il y avait un petit coupon, un bon, là. Et un bloc de glace, on mettait le coupon, et puis bonjour madame, et puis voilà. Mais il réussissait à garder de la glace pendant combien de temps là-dedans? Il y en avait-tu jusqu'à l'hiver suivant? Oui. Et... Oui. Oui. Oui, mais c'était, écoute, la remise en question, là, c'était vraiment fait en fonction de ça, ce qu'on dit. J'ai l'impression que les murs étaient assez épais pour protéger de la chaleur et tout, là. Et puis, je me demande si à l'intérieur, à un moment donné, on ne recouvrait pas avec du de la glace dessus. quelque chose. En plus de ça. Alors, c'était comme ça. Et puis, la même chose, c'était une voiture avec des rebords assez hauts, là. Et puis, on mettait, même pour livrer le lait, on mettait toujours un peu de glace dans la voiture. Écoute, il n'y a pas de camion, c'était pas réfrigéré. Fait qu'à ce moment-là, il fallait y aller avec les moyens du bord. Et puis, c'était la même chose pour la glace. Il partait avec, il mettait ça dans sa voiture, puis il y avait une grosse toile, là, puis il recouvrait ça. Et puis, au pas du cheval, il se déplaçait. Mais il devait approvisionner l'épicerie de votre père aussi, j'imagine. Le réfrigérateur, il devait avoir de la glace pour maintenir... On en avait aussi, mais dans le réfrigérateur, on avait, en arrière, tout près de la section de la viande, on avait un réfrigérateur. Il fallait conserver ça pour que ça soit, que ça soit une température plus froide, sinon... rien à faire de ce côté-là. Là, je veux dire, OK, donc c'était les systèmes qu'on connaît aujourd'hui là, à l'électricité, là, à peu près. Là. Ouais. Quelque chose du genre. C'est ça. OK. C'est ça. Alors, c'était la vie à ce moment-là, tu vois. Voilà, à Boucherville. Ouais, mais vous parliez... Une petite place tranquille. Petite place tranquille, mais vous parliez que derrière chez vous, c'était un champ. Oui. Mais il y en a qui racontent que votre père avait aménagé un terrain de baseball pour les jeunes là-dedans. Là. Ah, t'es au courant de ça, toi, René? Ben, moi, j'ai lu, là. Ah, bon, OK. Oh, oui. Mon père, d'abord, allait à la ville chercher des produits à chaque semaine. Ou des fois, c'était pour rendre service à des cultivateurs. Il mettait dans son camion, il y avait un camion, quelques veaux qui avaient été cherchés pour aller laisser ça. On prenait le pont Victoria, qui était un pont étroit. Des fois, j'étais avec lui dans le camion. Et puis, avec les animaux en arrière. Puis, on laissait ça à l'abattoir à Montréal, qui était situé. Il y a un Costco, place Victoria, là. Oui. Dans ce coin-là, il y avait un abattoir, là. Et puis, donc, on allait livrer ces animaux-là pour rendre service aux cultivateurs en question. Et puis ensuite, il allait jusqu'à Ville-Saint-Laurent, un marchand de gros, un entrepôt, pour aller chercher des produits. Et il allait au marché, le marché qui était situé, chercher des légumes, des fruits, marché Bon Secours. Ouais. Quand tu descends à Bon Secours, t'as l'hôtel de ville, et puis tu descends en avant, là. Les cultivateurs se ramassaient à cet endroit-là pour vendre leurs produits. Donc, on allait acheter des produits là. Puis sur la rue Saint-Paul, un peu en bas de Saint-Paul, c'était Craig dans ce moment-là, ou Saint-Jacques. Il y avait... on pouvait aller chercher il y avait des entrepôts, on pouvait aller chercher les bananes ou les oranges. Mais c'est sûr qu'à ce moment-là, tout ce qui s'appelle fruits et légumes, quand c'était la saison, c'était parfait. Mais tu arrives en hiver, donc c'était limité ce qu'on pouvait avoir comme produit. Et mon père rendait service aussi à des jeunes du coin.
Bon, Monsieur Provost, pourriez-vous m'acheter un gant de baseball ou un bâton de baseball? Ou, il allait chez Dan Murray Laverdure, qui était... Dan Murray Laverdure, peut-être la rue Craig, là. C'était un marchand de sport, à ce moment-là, populaire. Et il apportait, rendait service, il apportait de l'équipement pour eux autres. Il avait fait dans le champ en arrière où les chevaux étaient là aussi, un peu plus loin. Il avait fait un arrêt-balle. Il avait acheté ce qu'il faut pour le receveur, des bâtons, il y avait des balles. Et puis, les jeunes, il n'y avait pas de loisirs plus qu'il faut. Fait que les jeunes du village, bien souvent, on était assez pour avoir 2 équipes, on s'amusait. Alors, on s'amusait et c'était comme ça. Et voilà. Alors, au niveau du chant, c'était l'occupation qu'on en faisait à ce moment-là. Mais dans le même coin, là, aujourd'hui, il y a l'école Paul VI, mais ça n'existait pas dans le temps. Votre parcours scolaire, là, ça s'est fait comment? Là? Parce qu'on sait que... À Paul VI, entre autres, avant Paul VI, ils ont créé, à un moment donné, peut-être dans le temps de M. Clovis Langlois, ils ont créé la première maison de loisirs ou un centre de loisirs avec une petite bâtisse. Tu sais, ils ont développé la rue de Muy, ça a commencé à se développer. Et puis là, ils ont créé à l'endroit où est Paul VI un centre de loisirs avec une patinoire. Il y avait une piscine aussi. À l'époque, ça se peut-tu? Mais même avant la piscine, il y avait la piscine. Puis il y avait un gros terrain de baseball qui était là. Et il est parti, on allait voir le baseball à cet endroit-là. Il y avait une équipe locale. Parce que plus jeune, tout ce qu'il y avait, c'était l'école Sacré-Cœur, qui s'appelait le collège à ce moment-là. C'était des frères. Quand j'ai commencé en 1947, c'était encore des classes Saint-Viateur qui étaient là, responsables. Et la vie, le soir, il y avait des lumières, puis il y avait l'équipe locale, puis au hockey, puis à la balle molle. C'est pas le baseball, parce que si ça avait été le baseball, il y aurait eu, sur la rue Sainte-Marguerite, de l'autre côté, la cour n'est pas tellement grande, il y aurait eu plusieurs vitres brisées, tu sais. Il fallait faire attention, c'est ça, la vie à ce moment-là. Mais est-ce que tu me disais mon parcours scolaire? Oui, parce que vous êtes allé au Claire Saint-Viateur, de toute évidence, c'est ça? Quand j'ai commencé mon primaire, d'abord, tiens, OK, je suis né en 41, 23 septembre 41. Je suis allé, pour la première année, à Boucherville, il y avait deux écoles. Le Collège Sacré-Cœur, là. Oui. Et avec les frères, les classes Saint-Viateur, qui existaient depuis un bon bout de temps. Mon père a fait ses études là aussi. Et puis le couvent, dirigé par la congrégation Notre-Dame, les religieuses. C'est pour les filles, ça. Ma première année, je ne me souviens pas pourquoi, c'était chez les religieuses. J'ai fait ma première année à côté de l'église, à la congrégation Notre-Dame. Il y avait une classe qui était... J'avais une photo déjà de ça. Et puis, donc, il y avait autant de garçons que de filles, je pense. On ne parlait pas de classe mixte à ce moment-là, mais en première année, c'était comme ça. Et je dois te dire que moi, je suis le seul gaucher de la famille. Je suis le plus vieux de la famille, on est 7. Dans mes enfants, petits-enfants, il n'y a personne, à ma connaissance, qui est gaucher, sauf André, sauf moi. Les sœurs n'ont pas dû vous faire la vie facile. Bonne question. Je recevais de sœur Saint-Ida, qui était la religieuse, des petits coups de rein avec ses doigts. Parce que on voulait pas que j'écrive de la main gauche. Écoute bien, stylo comme ça, là, les bics ou autres, là, ça n'existait pas. Tout ce qu'il y avait, c'était l'encrier, une petite bouteille avec de l'encre, et puis un petit manchon en bois, là, puis tu mettais une petite plume en métal au bout, là, une plume. Trempais. Et puis, il fallait que tu écrives comme ça. Fait que, tu sais, dans un cahier, puis que ça soit propre et tout. Fait que, moi qui arrive avec la main gauche... Ça éteint, ça, là? La main gauche, là, tu t'en vas comme ça, là. Non. Et,
Là, maintenant, on constate qu'il y a à peu près 20 j'ai fait ma carrière dans l'enseignement, 20 des élèves qui sont gauchers. Mais à mon époque, comme je te dis, j'ai reçu des coups de règle sur les doigts. Ça n'a pas créé de problème, je pense pas, ou je m'en rends pas compte. Je peux travailler de la main gauche ou de la main droite, et puis, c'est sûr que je suis gaucher, mais c'était comme ça. C'était comme ça. Et après la première année, là, on s'en allait à Sacré-Cœur. Deuxième année. Jusqu'en septième. Il y avait jusqu'en septième année. On était avec les religieuses, avec des filles, mais après ça, on allait souvent à l'église, en rang et tout. Et il n'était pas question d'aller traîner ou d'aller parler aux filles. Et puis, il fallait être... Moi, j'étais servant de messe aussi, là, puis bon, ben, il fallait faire bien attention. Les garçons, c'était au collège, et puis on surveillait ça de près, puis les filles au couvent. Alors, là, c'était... à cette époque-là, là, c'était comme ça. Donc, j'ai fait jusqu'à septième. Et à septième, bien, j'ai commencé mon cours classique parce que ça pouvait aller jusqu'en 9e année au collège Sacré-Cœur. Mais bon, le curé avait dit à mon père était marguillier, je pense, à la paroisse. Je vais amener quelques élèves, quelques jeunes à Saint-Jean pour passer des examens. Bon, OK, je faisais partie des 5 ou 6 jeunes de 7e année. Je suis allé là, et puis j'ai réussi. Et l'année suivante, j'étais pensionnaire au séminaire à Saint-Jean. On avait peut-être des aspirations de mettre bien dans ce temps-là, comme j'étais le plus vieux de la famille. Oui. Alors, il y a ma soeur qui m'appelle, bon, ben André, c'est le petit pape de la famille, tu sais, mais ça n'a pas duré très longtemps. J'ai aimé ça parce que j'ai toujours aimé beaucoup le sport. J'étais loin de chez nous. Ils venaient me voir, mes parents. Tu sais, Saint-Jean, Boucherville. On parle de Saint-Jean sur 7 jours par là. semaine. J'étais là une année, pensionnaire, et mes parents venaient me voir une fois par mois. Bon, et comme j'aimais beaucoup le sport, et puis tennis, hockey, tous les sports, je me défendais bien, je m'ennuyais pas. Tu sais, j'aurais pu dire, bon, tu vas t'ennuyer et autres, je m'ennuyais pas. Alors, j'ai fait ça pendant 1 an, et ensuite, j'ai poursuivi au Collège des Franciscains, qui est maintenant à Longueuil, le cégep Édouard-Montpetit. Mais là, vous Ça s'appelait le voyagez Collège des ça comment? Franciscains. J'ai poursuivi comme... là, j'étais plus pensionnaire, là. Je demeurais ici, chez mes parents, et puis j'ai fait les 7 autres années au Collège des Franciscains pour recevoir mon bac essor et ensuite, on était à l'époque des années 60, on parlait beaucoup d'enseignement, on voulait développer l'enseignement, et il manquait de profs, il manquait d'écoles, il manquait peut-être de finances aussi, de volonté. Et à ce moment-là, j'ai entendu parler beaucoup on m'en parlait. Mon père était président de la commission scolaire aussi. Tu sais, les conversations qu'on a dans la famille, ça joue également. Ça fait que, bon, j'ai décidé d'aller vers l'enseignement. Je ne regrette pas. Et puis, bon, ben, j'ai fait mon brevet A, ma licence en pédagogie, puis j'ai suivi d'autres études aussi à l'Université de Montréal. Et puis, bon, en 1964, il y avait une seule grosse commission scolaire dans la région qui était la régionale de Chambly. Oui. Et à ce moment-là, j'ai commencé ma carrière. J'étais dans une petite école à Longueuil. En 64, je pense que la première polyvalente, ça a été Gérard Filion, et je ne suis pas allé là. J'ai fait une petite école la première année. La deuxième année, je me suis en allé, j'étais peut-être attaché aux religieux, je me suis en allé à l'école Saint-Jean-Baptiste, qui était une école secondaire en périphérie de Gérard Filion, si tu veux. Et puis, je me suis en allé à l'école Saint-Jean-Baptiste pour 2-3 ans, c'est ça. Et à cet endroit-là, donc une école secondaire, encore une fois. Vous Et toujours il y avait des frères de l'instruction chrétienne qui étaient là. Alors, et à cette époque-là, c'était encore
le cours était encore sur 12e année. C'était pas question de secondaire 1, secondaire 2. Tu sais, avec le rapport parents et autres, ça a changé, là. C'était jusqu'en 12e année. De telle sorte qu'on avait des élèves, j'enseignais à des élèves de 11e, 10e. J'avais quoi? J'avais 23 ans, 22 ans, 23 ans. J'avais des élèves qui avaient 17 ans, peut-être, 16, 17. Tu sais, quand tu penses à ça, il y a très peu de différence d'âge entre... Bon, et des élèves qui étaient là en 12e année pouvaient à ce moment-là, par exemple, pour être ingénieur, sans aller directement à l'université, sans passer par le cours classique, c'est comme quelqu'un qui veut être en médecine ou qui veut être avocat. Là. Alors, ça se faisait comme ça. Et moi, le cours classique que j'ai fait, c'est un cours de latin-grec. En ce temps-là, c'était la formule. Et à Longueuil, où je suis allé, le père recteur, le père Fratiquet, nous avait réunis à un moment donné, il nous avait dit, parce qu'il y avait une tendance à aller vers latin-science seulement, à laisser tomber le grec. Fait que le père Porter, qui nous avait rencontrés, avait dit, ici, mes amis, c'est le cours latin-grec et on va demeurer comme ça. Parce qu'au Collège Sainte-Marie à Montréal, ou une couple d'autres collèges, ça a commencé latin-science. Alors, donc, moi, j'ai fait latin-grec. Mais vous habitiez encore à Boucherville. Vous faisiez ça comment, le transport? Là? Je veux dire, le RTL, le réseau de transport de Longueuil, n'existait pas. Là. Ça se voyageait comment, là? On marchait souvent. Pas à Longueuil. Mais écoute bien, ici, c'était Provincial Transport. Les autobus. Qui passaient par... Marie-Victorin, dans le temps, parce que, bon, c'est ça, Marie-Victorin. Où est t'as l'hôtel de Boucherville. À côté, là, il y a le restaurant, ça s'appelle... il y a des nouveaux propriétaires, là, sur Marie-Victorin. Oui, mais à l'époque, c'était l'arrêt d'autobus qui était là. Il y a des adultes qui pouvaient jouer au billard, là. Oui, chez Oscar Chagnon. Chagnon. Bon. On allait chez Oscar, qui était le restaurant à cet endroit-là. On pouvait acheter une passe pour l'autobus. C'était bon pour un mois, je pense. Et puis, on prenait l'autobus une fois, à tous les heures. On prenait l'autobus pour aller à Longueuil. Donc, une fois rendu sur Saint-Charles, à Longueuil, coin de Chambly, il nous descendait là. De Saint-Charles à aller au cégep à Édouard-Montpetit, actuellement, là, à pied. À pied. Et ça, plusieurs fois, je l'ai couru pour se déplacer parce que l'école classique, à ce moment-là, c'était mercredi matin seulement, congé le mercredi après-midi, et le samedi matin à l'école, là-bas, et samedi après-midi, congé. Donc, le mercredi, l'école finissait à midi moins quart, mettons. L'autobus provincial de transport, qui partait de Montréal, qui s'en venait ici, il fallait 10 minutes plus tard, à midi, je pense, il y avait un autobus qui passait. Ça allait être au coin. Si je manquais l'autobus, j'étais pas de bonne humeur parce que, bien souvent, on jouait au tennis l'après-midi, puis j'organisais mon après-midi avec des amis. Et là, si tu manques ton autobus, c'est foutu. Alors, il faut t'attendre 1 heure de plus et puis t'as pas de choix. Oui, j'ai le choix à l'occasion. Je te cache pas qu'à l'occasion, bon, il y avait une voie ferrée la voie ferrée à Longueuil, la voie ferrée, tu sais, c'est devenu une piste cyclable. C'est une voie ferrée dans le temps quand j'étais plus jeune. Alors, je partais sur la voie ferrée, je dis, tiens, je vais marcher ça jusqu'à Boucherville. Je l'ai fait 3-4 fois. Ça me prenait peut-être 3 quarts d'heure. Et puis quand il fait bien beau, là, puis t'es jeune, alors c'était comme ça. Et puis, bien souvent, le samedi et le vendredi aussi, comme j'étais le plus vieux, j'ai travaillé chez mon père tout le temps de mes études. Voilà. Et donc, l'été, c'était la même chose. Je travaillais chez mes parents pour aider mes parents. Et c'est comme ça parce qu'à un moment donné, on avait plusieurs employés parce que
Oublie ça, il n'y a pas de centre d'achat à ce moment-là, rien. Et puis, donc, les commerces, c'était chez nous, la Ramée, Bémeur, où est la relève actuellement, c'était là aussi, la Saône, où est la Saône aussi. Alors, et puis Duceppe. Donc, c'était ça, les commerces. Alors, tu sais, il n'y a pas. Comme tu as dit tantôt au début, en haut de la voie ferrée, oublie ça, c'est des cultivateurs, peut-être quelques maisons rares, mais c'est des cultivateurs. Mais de cette époque-là, là, de quoi vous vous ennuyez le plus? Avez-vous des souvenirs à dire « Ah, mon Dieu, mais ça c'était quelque chose qu'on ne retrouvera plus jamais, là, de cette époque-là. » Bonne question. Écoute, c'est pas de mon tempérament. Moi, je suis toujours porté vers l'avenir aussi, puis je me dis, bon, ben, j'aime ça, voir ce qui se passe, découvrir des choses et puis apprendre des choses. C'est pour ça que, par exemple, même si je t'ai parlé de Petite Plume, et puis, bon, ben, de façon, ce qui s'est passé au début et tout, à un moment donné, à l'école où j'étais, on a commencé à développer l'informatique, les ordinateurs. On nous a fait suivre des programmes de la programmation. C'était un petit peu compliqué au début. C'est un peu comme au lieu d'acheter une voiture, là, on va t'expliquer tout comment ça fonctionne à l'intérieur et tout. C'était un peu de la même façon qu'on voyait ça dans l'éducation au tout début. Alors, moi, j'ai toujours suivi ça de près, puis ça m'a emballé. Et je me disais, être au courant de tout ça, au lieu de faire venir le technicien à la commission scolaire, ben si je peux, bien souvent, dépanner mon monde, ça me permet d'être près de mon personnel, puis de rendre des services intéressants. Donc, je suis porté plutôt vers l'avenir. Mais c'est sûr que j'ai une bonne mémoire. Oui, si on parle du passé, je vais me souvenir de bien des choses. La vie c'était une autre époque, c'était plus lent, tu sais. Et la famille était beaucoup plus près. Des fois, je vois des choses que je peux questionner, me dire, tu sais, les relations au niveau de la famille, bon, ça a tellement changé. Il y a des plus, sans doute, mais il y a aussi des moins dans tout ça. La religion aussi était tellement omniprésente, j'en ai parlé au début, on se ramassait, moi j'étais servant de messe, ma mère nous réveillait tôt le matin pour aller servir la messe. À 6 h, il y avait une messe, et puis à 7 h. Et donc, ici autour, le fait qu'on soit mêlé beaucoup à tout ce qui se passe, ça m'a permis d'avoir une ouverture. Je regarde, même mon père était engagé dans la commission scolaire, il s'occupait de son commerce et tout, et puis, nous aussi, on a continué. J'ai été directeur d'école pendant une bonne partie de ma carrière. J'ai été conseiller municipal, je me suis toujours occupé de... J'étais bien fier, toujours bien fier d'avoir grandi ici et d'avoir fait ma carrière ici à Boucherville. C'est une grande fierté que j'ai. C'est pour ça qu'en 2000, quand j'ai pris ma retraite, et puis il était question de fusion ou que Boucherville perde son âme, j'ai consacré une année de ma première année de retraite à travailler, à militer, si tu veux, fermement pour qu'on conserve notre identité. Bon, tu sais, je pouvais pas croire que Boucherville devenait... dans l'agglomération, qu'on oubliait tout. Écoute, on est une des premières fondations. Là, quand tu regardes, dans les 8 premières, là, en 1667, avec Pierre Boucher. Alors, la petite histoire de Boucherville, aussi, tout ce qui s'était passé avant, m'a toujours fasciné. Je tiens ça de mes parents aussi. On parlait beaucoup de tout ce qui s'était passé, puis ils se sont toujours intéressés. Mon père s'est toujours intéressé à ça. D'ailleurs, mes grands-parents, ça, tu sais pas ça, par exemple. Mon grand-père Joachim a été maire à bout de temps à la paroisse. On parlait de la paroisse à Boucherville. J'ai été passer quelques étés pour faire reposer ma mère qui avait d'autres enfants. Bon, mon père allait
nous conduire, mon frère et moi, Michel après moi, nous conduire chez le grand-père Joachim, puis on faisait foin, on passait une partie de l'été à aider. Tu sais, ça se faisait avec cheval et la voiture, là aussi, avec... les premières années, il n'y avait pas de tracteur. Tu sais, et tout se faisait, les travaux, avec le cheval et les voitures, et c'était ça. Donc ça, c'est mon grand-père Joachim, qui est mon parrain. Puis mon autre grand-père s'appelle Samuel, et il s'appelle Provost aussi. Ma mère et mon père ont obtenu une dispense à leur mariage parce qu'ils se sont mariés cousin germain. OK? De telle sorte que mon Samuel Provost, qui est le garage, là, qui est le garage au coin de Monterville, là, Oui. c'est le garage de mon grand-père. Et si tu vas un peu à l'arrière, un peu en arrière de la petite rue, dans le fond, il y a comme un garage ou une bâtisse. C'est là qui était le premier garage à Boucherville. Donc, ça, c'est mon grand-père Samuel. Et puis, donc, ma mère, Berthe Provost, son autre fille, c'est Provost, comme mon père, Eustache Provost. Sa sœur s'appelle... Une de ses sœurs s'appelle Gertrude Provost, qui était la femme de Marcel Laramée ici à côté. Ben oui. Et si tu me demandais de prendre une rue, on va plus loin, là. Si tu me demandais de prendre une rue, je pensais à ça l'autre fois, à Boucherville, puis nomme-moi donc toutes les maisons qui étaient... les noms des personnes qui restaient. Je pourrais te faire certaines rues, puis j'en manquerais pas beaucoup. Tu sais, parce que je passais le lait aussi avec... Ah ben oui, un ça laitier aide, et là. tout. Et écoute, ils venaient au magasin, puis bon, ben... alors, on connaissait tout le monde. Et tout ça, ça a permis... ça rend service, mais c'est une bonne formation pour un jeune. Moi, je me dis, une ouverture, parce que sinon, tu te renfermes dans ta coquille, puis là, ben... alors, pour nous, c'est ça. C'est ça, mon expérience. Mais j'ai pas de nostalgie. J'ai eu une enfance heureuse. Et puis, oui, beaucoup de souvenirs. Et puis, le reste, au niveau de ma carrière, bon, j'ai fait des choses dont je suis content. Et puis, toi, voilà. Et ça se poursuit. Alors, merci d'avoir pris le temps d'écouter ce témoignage d'André Provost. Et j'espère que vous l'avez trouvé tout aussi captivant que moi. Alors, merci de votre écoute. On se retrouve bientôt pour un second épisode.